Ça fait 1 an que j'ai lancé mon agence marketing Lead Club et ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Alors, si tu regardes cette vidéo en pensant que je vais t'expliquer que tout était facile, qu'on est cartonné, etc., eh bien, je pense que tu vas être déçu, je pense que tu vas pas forcément aimer cette vidéo. Par contre, je pense que tu vas sortir de cette vidéo avec énormément, peut-être, d'apprentissage et aussi de choses que toi, tu vas pouvoir anticiper sur ta propre agence, ou peut-être même que tu vas te reconnaître dans ce parcours-là. Pour t'expliquer déjà un petit peu qui je suis, du coup, moi, je suis Joachim Léo, je suis le fondateur de Lead Club. C'est une agence marketing spécialisée dans la croissance des offres high ticket, c'est-à-dire les offres à plus de 1500 €, et on fait ça majoritairement avec de la publicité sur Meta. Pour t'expliquer un petit peu mon parcours, moi ça fait donc aujourd'hui j'ai 29 ans, ça fait depuis que j'ai 22 ans que je fais de l'entrepreneuriat, j'ai fait pas mal de choses. J'ai commencé avec une marque e-commerce qui s'appelait Une Paire de Coups, qui faisait des ensembles caleçons chaussettes assortis, qui faisait des maillots de bain éco-responsables en bouteilles de plastique recyclé, et avec cette marque ça a plutôt bien commencé. J'ai été référencé dans plus d'une trentaine de boutiques, notamment des BHV, des Galeries Lafayette, etc. Et puis de fil en aiguille, j'ai arrêté, puis j'ai fait cette transition vers la génération de leads, d'abord en freelance, et puis ensuite du coup en formant Lead Club. Donc Lead Club, c'est un peu la continuité de ma passion, on va dire, pour le marketing, et notamment pour tout l'écosystème de l'acquisition, puisqu'au début je faisais ça en freelance, et ensuite je me suis dit, ok, j'ai recevais beaucoup de demandes, et je me suis dit, c'est des personnes que j'ai envie d'aider, et donc pour pouvoir aider un maximum de personnes, il fallait que je crée une structure qui aille même au-delà des compétences que j'avais en tant que simple freelance. C'est comme ça que Lead Club est né, c'est comme ça que j'ai recruté d'ailleurs mes premières personnes. On a des média buyers qui viennent tous de chez Meta, on a des mecs qui sont au top vraiment sur chacune des verticales, que ce soit media buying, que ce soit copywriting, que ce soit funnel building, etc. Et c'est comme ça en fait qu'on a réussi à créer Lead Club, et qu'on a réussi à créer, on va dire, cette symbiose qui nous permet d'avoir les résultats qu'on a aujourd'hui avec Lead Club. L'idée de cette vidéo, c'est que je vais te partager 5 grandes phases de cette première année avec Lead Club, donc avec le lancement de mon agence, et donc je vais être vraiment transparent sur beaucoup de choses, et notamment sur les cycles, puisque j'ai décelé avec un peu de recul que pour croître, on est obligé de rentrer dans un cycle, et dans un cycle qui devient un peu parfois chaotique, mais qui te permet de pointer du doigt les choses à améliorer pour ensuite relever la tête. Et c'est ça dont je veux parler aujourd'hui. Donc la première phase par laquelle on a fait face avec Lead Club, c'est le mirage du démarrage. Vous allez voir, j'ai mis des petits noms sympathiques là-dessus. Pourquoi je dis le mirage du démarrage? Parce que tu signes tes premiers clients, et là, tu as l'impression que tu as une autoroute devant toi. C'est-à-dire, tu as l'impression que tu as hacké le code, alors qu'en fait, tu ne comprends rien, que tu ne maîtrises rien, et que tu as juste eu 2-3 personnes qui ont décidé de te faire confiance, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas réussir à faire 1 million ou plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, c'est que tu lances, t'as un projet pro, etc. T'es là, tu prends ton Excel, tu te fais tes projections naïvement, et tu dis, je vais tout casser. Et là, t'as une motivation, t'es en rogne, et t'as la hargne pour réussir à faire ce que t'avais envie de faire. En vrai, ça se passe jamais comme ça. Mais, par contre, tu vois, je pense que c'est ce qui fait que tu as l'élan initial. C'est ce qui fait que tu peux foncer tête baissée, puis avancer avec ton entreprise, te prendre des baffes, mais continuer. Et je pense que c'est cet élan-là, cette motivation-là, que tu arrives à créer au début, c'est qui fait que tu peux aller plus loin. Ce que j'ai mis, je me suis mis ça entre parenthèses, c'est qu'il faut rêver, parce que sinon tu restes petit. Si tu rêves pas, tu restes dans ton confort, dans ta réalité. Et c'est pas ça qui va te faire changer, c'est pas ça qui va te faire évoluer. L'entrepreneuriat en général, c'est un monde qui est rempli de rêveurs, c'est un monde qui est rempli de personnes qui se lancent dans l'ascension d'une montagne, mais qui n'ont pas du tout évalué le chemin qu'ils allaient prendre. C'est des personnes qui sont pleines d'ambition, et je pense que c'est un peu ça le caractère commun des entrepreneurs, c'est cette notion de voir la montagne et de se dire, je vais aller là-haut, je m'en fous du chemin. Et en fait, ce que je disais, c'est qu'on s'en fout, tu vois, parce que si tu commences à évaluer chaque petit détail, à te dire, oui, mais là, il y a une côte, là, il y a un rocher, etc., t'y vas pas, en fait, parce que tu te décourages, et tu te rends compte de la complexité du truc, tu te rends compte que ça va être vraiment impossible à y aller, alors que là, tu te lances, tu t'en fous, et là, tu vois ton premier obstacle, tu te poses, tu réfléchis, tu fais des échecs, tu tombes, tu remontes, mais tu dis, je suis déjà là où je suis, ça ne sert à rien que je retourne en arrière. Donc peut-être là-dessus, un des petits conseils que je pourrais donner aux personnes qui souhaitent se lancer, c'est arrêter de vous pignoler sur les détails, parce que tu verras suffisamment tôt, une fois que tu seras lancé, que il y aura des détails à corriger, et que dans tous les cas tu peux pas tout prévoir, et parce que c'est, selon moi, en entrepreneuriat, c'est le mouvement qui amène justement le changement et la réussite. Durant cette première phase, quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est le closing, c'est-à-dire la vente.
Faut savoir que j'avais jamais fait de vente, je me considère pas comme un vendeur, et quand j'ai commencé à faire ça, bah, j'ai dû faire face à quelque chose à une compétence où j'étais vraiment zéro, j'étais nul à chier, et en gros, comme t'as pas le choix, parce que en tant que fondateur de ton entreprise, tu dois être le meilleur commercial de ton entreprise. Et en fait, là-dessus, je pense que c'est vraiment la compétence sur laquelle j'ai le plus évolué, et aujourd'hui, je pense que je suis un commercial, ou un vendeur décent pour mon entreprise, je dis pas que je suis le meilleur, et non pas parce que je suis bon vendeur, mais plus parce que, en fait, j'ai cette expertise-là, qui fait que, lors de mes appels de vente, j'essaye pas de vendre à tout le monde. En fait, j'ai une posture un peu de médecin, je fais un diagnostic, je regarde, et en fait, comme tu as vu tellement de patients qui sont tes clients, qui ont des choses similaires, et ben en fait, tu sais les solutions. Et donc, tu sais, bah, cette personne, je peux l'aider, cette personne, je peux pas l'aider. Et tu sais comment l'aider, tu lui expliques, et la personne, bah, nécessairement, elle est embarquée dans ton discours parce que tu sais que tu l'as déjà fait, tu lui montres que tu l'as déjà fait, tu lui montres tes résultats, et tu lui expliques le chemin que tu vas prendre. Et c'est ça qui fait pour moi, aujourd'hui, un bon vendeur. C'est pas quelqu'un qui est en mesure de lever toutes les objections, de forcer quelqu'un qui n'a pas envie forcément d'acheter, et pour qui c'est pas nécessairement la bonne solution. Un bon vendeur aujourd'hui, je pense, et c'est ça qui fait la pérennité peut-être d'une entreprise, c'est la capacité à vendre à des personnes qui ont vraiment besoin. Parce que, on en reviendra plus tard, mais si tu closes des personnes que tu n'es pas sûr de pouvoir aider, ça se termine toujours en un chaos, et ça vient toujours créer énormément de frustration, et ça va mettre du sable dans l'engrenage. Je vous expliquerai après pourquoi, mais ça c'est un second conseil que je me suis donné à moi-même, c'est au fur et à mesure du temps, au début on veut closer n'importe qui parce qu'on a besoin de cash, et je pense que c'est important parce que c'est aussi comme ça qu'on fait notre apprentissage, mais par contre, petit à petit, quand tu trouves ton positionnement, quand tu trouves ton offre, et que tu arrives justement à adresser ton marché, et que tu commences à avoir un nom sur ton marché, faut arrêter de faire ça, et il faut vraiment être en mesure de refuser aussi des personnes que tu n'es pas sûr de pouvoir aider. Donc la leçon que j'ai retenue de cette première phase, c'est que la traction initiale que tu as au début en signant tes premiers clients, c'est pas du tout ce qu'on appelle un market fit. C'est juste du bruit que tu as avant la tempête. Et c'est justement pendant cette tempête que tu vas réussir à trouver ton market fit, peut-être après. Mais la traction initiale, tes premières ventes, ça ne veut absolument rien dire sur le fait que tu as trouvé ton adéquation entre ton offre et ton marché. Deuxième phase, c'était le retour au réel dans l'opérationnel. Vous avez vu, j'ai utilisé des belles formules. Pour vous expliquer un petit peu d'un point de vue concret ce qui s'est passé, c'est que donc en avril, on a lancé Lead Club. Moi, ce que j'ai fait, c'est comme j'étais déjà en freelance, j'ai recontacté toutes les personnes avec lesquelles j'avais travaillé, j'ai essayé de choper des clients à droite à gauche. Ça a fonctionné. Comme on avait besoin de cash et comme on avait besoin aussi de recruter, eh bien, j'ai signé des personnes qui n'avaient pas forcément de market fit ou qui n'avaient pas forcément déjà fait des ventes auparavant. Et ça a créé pas mal de casse-tête, je dirais. Ce qui m'amène à cette citation qui est « Le client que tu as signé hier devient ton casse-tête aujourd'hui ». Et c'est là que tu te dis, en fait, ça aurait été bien d'être en mesure de faire ton travail. Et c'est dans ces moments-là que tu te dis, putain, j'aurais bien aimé que mon travail s'arrête à la vente. Parce que la vente, au final, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de commerciaux qui sont très bons parce qu'ils ont que la partie commerciale, ils ont que les shots d'adrénaline de la vente, etc. Et ils ont pas derrière, ils ne voient pas tout le casse-tête de l'opérationnel. Sauf que quand tu es un corps à taille réelle, quand t'es pas un grand organisme, etc., eh bien, tu vois tout. Donc là, effectivement, c'était moi qui closais, c'était moi qui gérais aussi la délivrabilité en pilotant les équipes. Et c'est là que tu te rends compte du bordel parfois dans lequel tu te mets en signant des clients qui sont soit pas prêts, parce que en tant qu'agence marketing, t'es un catalyseur, c'est-à-dire que tu viens accélérer des choses qui marchent déjà, t'es pas un magicien. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne fonctionne pas, par exemple, en organique, ou qui n'a pas fait ses preuves à essayer de trouver, on va dire, son produit et son market fit tout seul, bah, tu vas pas d'un claquement de doigts, parce que tu sais faire de la publicité, parce que tu sais attirer des personnes, lui trouver, le monter à 100K par mois. Par contre, de l'autre côté, si tu tombes sur ces bonnes personnes, bah là, ça donne des études de cas comme toutes celles qu'on a fait cette année, avec des clients qui restent parce que ils ont trouvé leur partenaire sur du long terme, qui est en mesure de les faire croître. Mais encore une fois, ça c'est des choses qui se travaillent sur du long terme, c'est une collaboration. Donc voilà. Il y a quelque chose que je me suis noté sur lequel il faut faire attention, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'agences aujourd'hui qui se créent suite au fait qu'il y ait des personnes qui étaient bons en freelance et qui ont fait face à de la demande et qui ont décidé de structurer au format agence pour pouvoir déléguer, etc. Mais il y a quelque chose aussi qu'on voit de plus en plus, c'est le concept de freelance survitaminé.
C'est-à-dire enfin, une agence où le freelance est derrière à tout gérer, qui est saturé par l'opérationnel et qui n'arrive pas à déléguer ou qui délègue que des petites tâches, mais où toute la charge reste sur lui. Et ça, c'est quelque chose généralement qui fait capoter assez rapidement les agences et qui les empêche de scaler, parce que quand tu restes dans l'opérationnel en tant que fondateur d'agence, au début, t'as pas le choix, mais par contre, tu t'asphyxies, c'est-à-dire que tu viens cramer le momentum que tu as dans les ventes, tu n'arrives pas à faire la suite de la vente, tu as du mal à projeter la vision parce qu'en fait tu es enfermé dans ton bloc où tu dois délivrer, tu dois faire tes productions et du coup tu n'arrives pas à donner une direction et tu te retrouves à stagner. Et c'est ça quelque chose que j'ai réalisé assez rapidement, c'est si je voulais aller dans la route justement des 100 000 € encaissés par mois, il faut que j'arrive à prendre de la hauteur, il faut que je réussisse à infuser aussi les valeurs de notre agence et les compétences de notre agence auprès de toutes les personnes pour les faire travailler en symbiose. Et on a eu des phases du coup chez Hit Club où on était obligé de se poser vraiment sur les process pour faire en sorte que ils arrivent à vivre sans moi derrière. C'est-à-dire que j'ai dû me poser, mettre sur papier des connaissances que j'ai accumulées au fur et à mesure du temps pour qu'elles puissent être utilisées par tout le monde. Et c'est cette montée en compétences qui va faire que derrière, tu arrives à maintenir ton niveau de qualité. Parce que bien souvent, ça c'est l'erreur qui arrive très rapidement, c'est que soit tu restes dans l'opérationnel et tu t'asphyxies, soit tu délègues et tu perds en qualité et tu te retrouves avec des clients mécontents alors que peut-être que tu avais la connaissance auparavant. Et donc en fait, tu émets des hypothèses en disant ok, voilà, j'ai mis en place tel process, il faudra fonctionner comme celle-ci, donc tu mets une hypothèse. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les process sont bons jusqu'au moment où ils sont appliqués. C'est-à-dire que sur le papier, tout est parfait, tout est simple, c'est nickel, tout est limpide. Par contre, dès que faut l'appliquer, dès que faut que les équipes se mettent dessus, eh bien c'est là où ça vient créer de la friction et c'est là où tu te rends compte si ton process il est bon ou il est pas bon. C'est au niveau de l'adoption. Et généralement, c'est dans ces moments-là que tu découvres ce que c'est la vraie dette, c'est-à-dire la dette organisationnelle. C'est là où, en fait, où tu accumules énormément de choses que tu as laissé un petit peu de côté en voulant scaler et en voulant tester des process, mais que tu vas laisser derrière. Donc ma leçon là-dessus, c'est chaque victoire commerciale crée un futur chaos opérationnel. Qui m'amène à ma troisième partie, la dette est inévitable. Et cette dette-là, elle est indispensable. Elle est indispensable, elle est aussi dure à gérer, parce que en mettant de l'huile dans le moteur et en faisant rentrer des clients, eh bien tu vas éprouver ton système, et c'est là que tu vas te rendre compte que ton système a des lacunes. Et ces lacunes-là, c'est des choses qui vont faire que tu vas avoir des clients qui vont partir, que tu vas avoir des clients peut-être un peu mécontents. Mais c'est aussi ça qui va te permettre de préparer la phase suivante. Et en fait, le plus tu arrives à rentrer dans des phases de dette et à comprendre ce qui n'a pas fonctionné et à le corriger, eh bien le plus tu crées des process qui vont te permettre de garder de la qualité, d'améliorer aussi la rétention de tes clients, d'améliorer les résultats que tu apportes à tes clients. Et c'est à ce moment-là où, avec Max, on s'est rejoint à Lisbonne. On a déjà fait ça 2 fois. En fait, pendant 10 jours, on s'enferme et on se fait un peu comme un bootcamp où on fait tous les SOP, c'est-à-dire on mappe tous les process, la délivrabilité client, elle se passe comme ça, le closing, il se passe comme ça, les upsells, les ci, les ça. En gros, tu dois tout mapper. Et ça veut pas dire que c'est bon, encore une fois, comme je vous le dis, parce que sur le papier, tout est OK, tu sors de là, tu te dis, putain, c'est génial, le mois prochain, on fait 1 million, etc. Alors que pas du tout. Mais c'est important de le faire, dans le sens où il y a des choses qui vont rester de ces moments-là, qui vont rester éternellement parce que tu poses une fondation, et il y a des choses qui vont cracher très vite et qui vont te faire réaliser que le problème vient d'autre part. Et en fait, c'est toute une courbe d'apprentissage. C'est pas en mode j'ai trouvé le bon truc et la bonne solution. C'est des choses qu'on pose brique par brique, et les process d'une agence, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la complexité d'une agence, c'est que c'est de l'humain. C'est pas un produit tech où une fois que tu l'as bien ficelé, et que tu as eu les meilleurs devs, etc., tout peut y aller. C'est l'humain, et l'humain est imparfait, et l'humain est difficile à gérer. Et donc les process, c'est censé être quelque chose d'évolutif. Les process que tu as, par exemple, quand tu es 3 personnes, ce ne sera pas les mêmes que ceux quand ton équipe, elle sera de 10 personnes. Et pareil, si ton entreprise, elle fait 20 000 € par mois, tu n'auras pas les mêmes process que quand tu fais 50 000 € par mois, et tu n'auras encore pas les mêmes process après quand tu feras 100 000 € par mois. Et un autre élément que j'ai découvert dans ces phases de dette, c'est là où tu te dis putain, on a fait cette erreur, c'est trop con, on est vraiment... En plus, on me l'a dit,
C'est ces conseils entrepreneuriaux qu'on reçoit par exemple toujours sur internet ou même que je peux vous faire aussi dans des vidéos un peu inspirationnelles, par exemple focalise-toi sur une chose, etc. Mais en fait le problème c'est que tant que tu t'es pas mangé la porte, tu retiens pas que tu as fait une erreur. Donc moi là-dessus, mon meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est faites des erreurs rapidement parce que c'est comme ça que vous allez les retenir. Et c'est pas en connaissant toutes les erreurs à éviter que vous allez retenir quoi que ce soit parce qu'une erreur ne veut rien dire tant qu'elle n'est pas vécue et tant qu'elle n'est pas comprise par l'entrepreneur. Donc faites des erreurs rapidement et c'est comme ça que vous allez ajuster et que vous allez du coup devenir meilleur et que vous allez améliorer votre entreprise. Ce qui nous amène maintenant à la phase numéro 4, le scaling. Une fois qu'on a corrigé justement, qu'on a mis ses process, etc., généralement, on part dans une nouvelle phase un petit peu d'innovation, on va créer une nouvelle offre, on va mettre des nouveaux systèmes d'acquisition, on va mettre des nouveaux tunnels de vente, etc. Et ça, c'est important aussi, parce que si on n'ose pas éprouver nos systèmes, eh bien, on va aussi ralentir notre courbe d'apprentissage. Il faut juste avoir la décence et l'humilité de prendre un pas en arrière et de se dire « Ok, ce que j'ai fait, c'est pas bien, maintenant il faut le corriger, je me pose un peu, je mets en pause l'acquisition client, et j'évolue et je fais en sorte que au prochain cycle, eh bien, j'ai réglé ça, que mes clients, j'ai un maximum de résultats en ajustant ça, que mes communications avec les clients sont les plus fluides possibles, etc. Et donc cette phase de scaling, c'est typiquement la phase où, avec Lead Club, on a fait des nouvelles VSL, on a testé je ne sais combien de tunnels de vente, on a fait de la VSL, on a fait du lead magnet, on a fait du système Dyson, on en a fait vraiment plein. On a même testé d'autres choses que de la publicité, mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que la publicité, c'est ce qui marche le mieux pour nous et pour nos clients. Donc nous, ça nous va très bien parce qu'on utilise ce que l'on vend ensuite à nos clients, et donc ça, c'est la meilleure preuve d'efficacité quand tu es en appel de vente. Et cette phase-là, c'est une phase qu'on a eue en janvier. On avait tous les process qui étaient carrés, on avait une nouvelle offre, et on s'est dit, on va attaquer le marché comme ça. Et ça, c'était l'offre Dynamite Ads. C'est une offre qui est super accessible, où on s'occupe du media buying, et en même temps, on fait le copywriting, on fait le montage, on fait les ads statiques. C'est une offre avec laquelle on a apporté énormément de résultats aux clients. Le problème, c'est que c'était une offre assez basse, dans le sens où elle était très accessible, donc au niveau closing, c'était facile de faire entrer du monde, c'était facile aussi d'apporter du résultat, donc là-dessus, on avait fait déjà un grand pas sur les process et au niveau de l'offre. Par contre, le sujet, c'était que tu étais obligé de mettre énormément de volume pour faire de belles marges. Donc là-dessus, c'était une période où, en fait, on faisait rentrer beaucoup de clients, surtout, en fait, c'était février, mars, avril, on a fait rentrer beaucoup de clients, parce que l'offre plaisait, parce qu'on avait des bons résultats, etc. Mais de l'autre côté, il y avait toujours une partie des clients où ça merdait. Et en fait, tu apprends et tu comprends petit à petit avec quel type de client eh bien, tu as des résultats. Et derrière, c'est aussi de l'apprentissage pour la partie closing, où tu sais avec quel client il ne faut pas que tu ailles parce que c'est des clients qui vont rester que un mois et qui vont te prendre énormément de charge mentale et au final qui ne seront pas rentables d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue financier. Et de l'autre côté, des clients qui sont rentrés dans cette phase et qui sont encore avec nous 6 mois après. Donc c'est un peu compliqué à évaluer dans le sens où dans ces phases de scaling, forcément comme ça crée du bordel, eh bien, il y a des gens qui partent, et comme aussi ça te permet d'attirer des personnes avec qui, eh bien, il y a un bon match et une bonne collaboration, ça te construit en fait ta base de revenus mensuels qui va te permettre de solidifier, de recruter des personnes et d'avancer. Ce qui m'amène maintenant à la dernière phase, qui était la phase 5, qui est à peu près apparue en mai, ouais, qui est le moment de lucidité. Parce que à cette époque, on avait on a eu l'euphorie de la partie de scaling où on prenait 10K de MRR par mois, et ensuite on s'est rendu compte que il y avait beaucoup trop de personnes qui étaient closées, qui restaient pas forcément super longtemps, des problèmes aussi de délivrabilité qui étaient un peu trop painful, c'est-à-dire des choses par exemple dans ma tête, étaient fluides pour les équipes, mais qui ne l'étaient pas pour les équipes. Du coup, c'est le moment où tu te dis, ok, on va prendre un temps, on va faire un pas en arrière, on va ralentir et on va remettre les choses au clair. Pour que, du coup, tu puisses repartir dans une phase de scaling, mais avec les bonnes armes. Et il n'y a pas longtemps, du coup, je me suis rendu compte que ces étapes-là, c'est des cycles. C'est-à-dire que tu as ta phase où tu vas faire des ventes. Cette phase, elle est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'elle va te permettre de vivre, tout simplement, de faire vivre ton entreprise.
Ensuite, elle va aussi te permettre de pointer du doigt toutes les lacunes de ton activité. Pourquoi? Parce que ça va créer du bordel. C'est-à-dire plus les clients, plus ça va être chaotique en interne, plus du coup tu vas te rendre compte qu'il y a des choses à améliorer, plus tu vas te rendre compte aussi qu'il y a certains membres de ton équipe qui ne sont pas forcément adaptés aux différentes tâches. Et ça va te créer de la dette. Ça va te créer de la dette parce que tu vas te rendre compte que tu as du recrutement à faire, que tu as des process à faire, eh bien, il faut revoir potentiellement ta vente pour essayer de comprendre à qui est-ce qu'il faut que tu vendes pour avoir la meilleure LTV, c'est-à-dire des clients qui restent sur le plus long terme possible. Et en fait, c'est ce cycle-là, tu vends, tu crées du bordel, tu te poses un petit peu, tu rafistoles, tu mets des bouts de scotch et tu essayes de reconstruire le château pour repartir ensuite dans une phase de vente et ainsi de suite. Et j'ai l'impression que plus tu fais de cycles, eh bien plus tu crois. Parce que ces cycles, ils te permettent de croître, de stabiliser une base, une fondation un peu plus haute, de remonter, de créer du bordel, de redescendre et de recroître à nouveau. Donc c'est ce cycle-là, c'est un cycle qui est très compliqué émotionnellement, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on ne partage pas suffisamment, dans le sens où parfois, en tout cas moi en tant que solo founder, je me suis senti seul à beaucoup de moments, dans le sens où il n'y a que toi qui peux porter véritablement le poids de ton agence. Tu peux pas demander à des personnes qui travaillent avec toi et à qui c'est pas le bébé d'avoir le même niveau d'engagement et le même niveau d'intensité émotionnelle vis-à-vis de ton business. Et quand tout va pas, quand ça ne va pas, par exemple, quand tu as un client qui part, moi, c'est des choses que je prenais vraiment très personnellement, alors que il faut pas, tu vois, parce que ça vient un petit peu anéantir aussi toute ton énergie pour le closing, ça vient potentiellement te mettre un coup au moral et t'as plus la bonne énergie. Mais de l'autre côté, comme tu es fondateur d'entreprise, que tu es CEO d'une entreprise, que tu es aussi le commercial de ton entreprise, tu dois faire bonne figure, tu dois essayer de rafistoler les problèmes, de motiver les gens, et c'est pareil, au niveau des équipes, il y a des gens, c'est des humains, donc il y a des éléments émotionnels qui rentrent en jeu, et toi tu dois toujours être là, même si tu portes le monde sur tes épaules, que quand ça va pas, c'est toi qui dois tout bouffer, quand ça va, eh bien tu as aussi toute la gratification, mais c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles, et là-dessus, moi ce qui m'a aidé, c'est ma copine, la pauvre qui prenait toute la charge émotionnelle que je déversais, et là-dessus, ça aide. Soit en fait, il faut avoir quelqu'un, une épaule sur laquelle se libérer, on va dire, émotionnellement. Donc, soit t'as un fondateur qui te permet de tenir et qui t'allège, un cofondateur. Soit t'as quelqu'un hors de ce contexte-là, qui va en fait être un pilier pour toi et qui te permet de retrouver le cap rapidement et de pas être dans des états un peu négatifs trop longtemps. Donc ce qui m'amène un petit peu à cette dernière leçon que j'ai tirée, qui est: ce qui te tue, ce n'est pas la vitesse, c'est le fait de ne pas savoir quand ralentir. Je vous laisse méditer là-dessus. Et si vous êtes en train de monter une agence, pensez à vous abonner parce que je vais faire de plus en plus de contenu brut de ce type.